Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de faire. Je l'ai teasé dans de précédents contenus en disant je vais en parler dans une future vidéo, je vais en parler dans une future vidéo. Nous y sommes, on va enfin vraiment décortiquer en long, en large et en travers la façon dont l'immaturité au sens propre est un élément de compréhension de la violence en général et surtout des mécanismes en lien avec les discriminations, sujet que j'aborde énormément dans mes vidéos depuis maintenant plusieurs années. D'ailleurs j'ai plein de playlists sur ma chaîne qui regroupent un tas de contenus par petites grappes thématiques, donc si ça t'intéresse j'ai cette playlist dans laquelle je parle d'éducation antisexiste et du coup plein de thématiques en lien avec ça. J'ai cette playlist qui parle de violence en général, j'ai cette playlist qui est un résumé d'énormément de livres dont la majorité sont des essais sociologiques que j'essaye de vulgariser au mieux. Enfin bref, du coup, c'est vrai qu'a priori, dit comme ça, parler d'immaturité n'a pas l'air très compatible avec le sujet des injustices, de la politique et ce genre de trucs, mais laisse-moi t'expliquer en quoi ça a tout à voir avec des exemples littéralement de mon travail, de ma vie civile, puisque je suis indépendante ici sur YouTube, mais j'ai un job alimentaire entre guillemets à côté, qui en réalité est un travail qui justement me permet de faire le pont entre plein de thématiques que j'aborde ici et ce que j'observe dans le monde en général. Enfin bref. Donc voilà, comme j'ai dit, ça fait vraiment longtemps que j'avais envie d'expliquer en quoi cette notion d'immaturité est vraiment centrale dans la compréhension de ces dynamiques-là et comment on peut faire justement le pont entre ces questions très matérialistes, structurelles, voilà, très sérieuses, etc. et ce qu'on peut observer quotidiennement, littéralement, quand on travaille avec des enfants. Et tu verras que littéralement, côtoyer des enfants de 4, 5, 6, 7 ans m'a permis vraiment d'observer des choses absolument hallucinantes que je savais sur le plan plutôt théorique, même si quand même sur le plan pratique, il y a pas mal de choses que j'ai pu moi-même vivre en tant qu'être humain tout simplement, mais côtoyer au quotidien des petits êtres humains m'a vraiment permis de voir de façon très concrète comment l'exercice massif et à grande échelle de ces violences peut commencer à partir de la façon dont on traite des enfants, de la façon dont on normalise la violence dans leur quotidien, que ce soit dans une sphère personnelle comme dans une sphère publique, culturelle, médiatique, etc. Je suis désolée, mon chat a décidé d'aller dans la litière à l'instant même. Enfin bref, et du coup, je te renvoie notamment à 2 vidéos que j'ai faites il y a quelques mois. Une qui s'appelle J'ai une théorie, dans laquelle j'explique ça d'un point de vue un peu abstrait, assez conceptuel, mais où vraiment, genre, je te parle de cette prise de conscience où je me dis, mais en fait, c'est bon, ça y est, j'ai capté comment, genre, la question des enfants résume un peu tout à ces thématiques-là. En tout cas, selon mon point de vue, bien sûr, et je ne suis pas la seule, hein, c'est pas moi qui ai inventé l'eau chaude. Et je te renvoie aussi à une autre vidéo que j'ai faite récemment sur comment, en fait, la violence se génère et s'auto-génère en fait de génération en génération et comment ça a tout à voir avec notre rapport à l'enfance, notre rapport à notre propre enfance, notre rapport en tant qu'adulte aux enfants qui nous entourent ou justement le non-rapport que l'on a avec eux parce que beaucoup d'adultes ne se sentent absolument pas concernés par ce qui se passe dans le monde des enfants alors qu'en fait on devrait vraiment en faire une question centrale et principale même et surtout dans nos espaces militants, politiques, d'action sociale, etc. Donc vraiment je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est un sujet qui me passionne maintenant depuis des mois, depuis que je fais ce travail et que je vais rester sur le sujet un bon bout de temps. Je te jure, c'est vraiment des clés de lecture qui m'ont révolutionné l'esprit, donc j'espère que ça te fera le même effet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à rappeler que si je peux faire ces vidéos de la manière la plus indépendante possible, sachant que je travaille entièrement seule pour les produire et ce depuis bientôt 10 ans, c'est grâce notamment au financement communautaire sur ma plateforme Tipeee. Donc si tu veux participer à ce que ces vidéos continuent d'être gratuites et accessibles et que je puisse continuer de les produire aussi longtemps que possible, tu peux me faire un petit don de 50 centimes ou 1 euro sur la plateforme. Si c'est un don mensuel, c'est encore mieux, ça me permet vraiment de pérenniser mon activité et voilà, je t'en remercie infiniment si c'est déjà le cas et si tu as déjà participé, que ce soit de façon ponctuelle ou mensuelle, à financer cette chaîne, vraiment, c'est notamment grâce à toi que je peux continuer d'exister de cette manière-là. Bref, ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais te raconter juste déjà mes toutes premières expériences avec les enfants et comment, genre, à partir d'exemples très bateaux de la vie quotidienne, j'ai été frappée de voir comment des adultes qui m'entouraient n'avaient pas du tout avancé sur certaines questions quand on les comparait littéralement au comportement d'un enfant de 7 ans. Attention, je m'inclus quand je parle des adultes, hein, je suis un adulte et je suis partie en fait de cette société, donc en fait quand je critique certains comportements, je peux clairement faire partie de ce que je vais critiquer, dans une certaine mesure évidemment, mais voilà, ici je me pose pas en sachante externe à la question ou quoi, justement je viens en toute humilité décortiquer aussi mon propre comportement. Quand j'ai commencé ce travail, il y a donc tout petit peu plus d'1 an,
j'avais un groupe d'enfants qui avaient entre 7 et 8 ans et je n'avais pas spécialement côtoyé d'enfants plus que ça. J'avais une amie qui était maman, mais voilà, c'est pas comme si je passais des journées entières avec ce gamin et que je le côtoyais énormément. Et donc ça m'a fait un gros choc de voir déjà comment les enfants eux-mêmes géraient leurs émotions. Puisque je pensais bêtement, moi en tant qu'adulte, que naturellement j'avais acquis des compétences juste parce que j'avais grandi et puis que mon cortex, mon cerveau, mon corps physiologique avait fait son travail et donc j'avais soi-disant j'étais devenue mature en fait sur certains aspects juste par la force de la nature. Sauf que je me trompais largement parce que même si j'avais déjà compris que dans le comportement des personnes dominantes quelles qu'elles soient il y avait une forme d'immaturité, j'avais du mal à vraiment concrètement savoir comment elle se manifestait et à quoi ça ressemblait, de quoi on parlait concrètement. Parce que oui, on sait par exemple que voilà, si on prend un exemple tout bête qui est la charge mentale au sein d'un couple hétérosexuel, eh ben ce qu'on critique à la majorité des hommes dans ces cadres-là, c'est de laisser leur femme faire tout le travail comme si c'était leur daronne et du coup justement d'adopter un comportement immature de type je ne sais pas faire la vaisselle, je ne sais pas mettre une machine à laver, je ne sais pas ranger mes caleçons au bon endroit, je ne sais pas faire une liste de courses et anticiper l'organisation de la maison, etc. Donc déjà là, j'avais compris que oui, dans les questions de discrimination sociale, il y avait quelque chose en lien avec l'immaturité, mais vraiment côtoyer des enfants m'a mis une méga gifle et donc bref, j'ai dit que j'allais commencer avec un exemple personnel donc je reste là-dessus. Et donc en ce qui me concerne, j'ai été hyper choquée de voir que certaines réactions qui relèvent de l'impulsivité émotionnelle chez les enfants sont des réactions que je vivais moi-même dans des moments notamment où j'allais pas bien, où j'étais en crise, etc. J'en parle notamment dans cette vidéo-ci spécifiquement sur la notion d'impulsivité où j'ai réalisé qu'en fait des fois je réagissais comme les gamins que j'avais en face de moi quand j'avais peur, quand certaines situations me généraient de l'anxiété ou de la colère, etc. Alors je te rassure, avec quand même un peu de recul sur la situation, mais ça m'a quand même assez surpris de voir que j'arrivais à rentrer vachement en empathie avec eux et de me dire en fait je vois tout à fait ce que ce gamin il vit là tout de suite, je peux le comprendre en tant qu'adulte, ça m'arrive encore, tu vois. Donc bref, ça a été vraiment mon premier pas dans cette réflexion. L'exemple le plus frappant que j'ai là tout de suite en tête, c'est l'anxiété. C'est en fait que j'ai vu chez un enfant en particulier de 7 ans à ce moment-là, parce que maintenant j'ai changé de groupe d'enfants, la catégorie c'est 4 ans et demi, mais je t'assure que ça reste valable. Donc voilà, quand j'avais ces enfants de 7 ans à ma charge, j'en ai vu développer de l'anxiété assez rapidement à cause d'un événement qui lui était arrivé et vraiment ça m'a fait un effet miroir où j'ai réalisé à quel point cette anxiété je la vivais en tant qu'adulte et que c'est quelque chose qui m'avait jamais vraiment quitté depuis ma plus tendre enfance et que en vrai, si plus jeune on m'avait dit qu'à 28 piges je continuerais d'avoir des sentiments comme ça ou des fois j'ai peur de trucs qui vont pas arriver, des trucs un peu irrationnels comme ça, littéralement comme si on avait peur qu'il y ait un monstre sous notre lit, tu vois, et j'aurais pas cru. Je me serais dit mais c'est pas possible qu'en tant qu'adulte on pense à ce genre de choses. Et en fait en observant ces mécanismes-là se développer chez des enfants en temps réel, c'est là que j'ai réalisé que en fait on est toujours des êtres humains avec à peu près les... Alors évidemment énormément de différences entre le fonctionnement d'un adulte et d'un enfant, mais il y a quand même beaucoup de points communs aussi. C'est pas parce qu'on a énormément de différences qu'il n'y a aucun point commun. Et c'est ça que j'essaye de faire avec cette vidéo. C'est pas de prétendre, attention, parce que gros disclaimer, pédocriminalité quand même. Mon but, c'est pas de dire ici que entre les adultes et les enfants, il n'y a pas de différence, parce qu'il y en a des majeures, et c'est d'ailleurs exactement ces différences-là que nous sommes censés, en tant qu'adultes, prendre en considération et assumer. Et c'est ce que ne font pas justement beaucoup d'adultes immatures, c'est-à-dire se comporter comme des adultes et devenir responsables et autonomes, etc. Donc mon but ici c'est pas de flouter les frontières entre l'enfance et l'âge adulte, et à ce sujet, pour aller plus loin dans le sujet de la pédocriminalité, j'ai 2 vidéos où j'ai spécifiquement abordé la thématique de manière très approfondie. C'est celle-ci qui est la revue d'un livre de sociaux qui parle de cette thématique, comment dans l'histoire notamment des médias français la pédocriminalité était perçue comme quelque chose d'assez banal, comme quelque chose de même bénéfique, voire pas grave, enfin plutôt l'inverse, quelque chose de pas grave, voire bénéfique, et comment progressivement on s'est rendu compte en fait du scandale que c'était en gros de normaliser ça. Et ensuite il y a une autre vidéo que j'ai faite qui est une réaction à une émission de Ça commence aujourd'hui qui normalise ça justement. Donc vraiment mon but ici c'est pas du tout de banaliser les rapports intimes entre les adultes et les enfants, ça me paraît assez évident. Cependant il me paraît quand même hyper important de mentionner le fait que certes les adultes en tant qu'adultes ont des facultés très différentes, ont des droits, des devoirs et une posture à avoir dans la société radicalement différente de celle des enfants, mais ça n'empêche pas le fait que nous partageons des
des réalités communes en grande partie sur beaucoup plus d'aspects que ce que l'on pense, et que justement une grande erreur des adultes, c'est de se convaincre qu'ils n'ont pas de comportement immature, qu'ils n'ont pas de comportement enfantin, alors qu'en fait si, énormément et beaucoup plus que ce qu'on pense en fait. Et pire que ça, non seulement il y a beaucoup d'adultes, moi comprises, qui avons des comportements très immatures sans le savoir, mais en plus de ça, ça mène littéralement au danger social, ça mène littéralement à l'exercice de violence. Et je parle de violence à grande échelle, je te parle pas juste d'une personne qui sait pas gérer sa colère et qui casse sa PlayStation parce qu'elle a perdu une partie de FIFA. Je pense qu'on a des exemples en tête de ce genre. Je te parle littéralement, carrément de figures politiques, de gens qui se comportent littéralement comme des gosses énervés qui font des caprices devant un grand micro et une assemblée de 20 000 personnes. Donc voilà, c'est un peu vulgairement dit, mais c'est l'idée en fait derrière la vidéo d'aujourd'hui. Et j'en profite avant que j'oublie pour te dire que cette thématique, elle est déjà un peu abordée sur mon compte Instagram. J'ai plusieurs posts écrits dans lesquels j'aborde un premier livre que je suis en train de lire qui aborde ce sujet gentiment et qui est le début d'une longue série, je pense, d'ouvrages que je vais commencer à scruter, parce que vraiment c'est un sujet, je t'ai dit, ça m'a changé la vie de voir les choses avec cet angle-là. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur Instagram ce que j'ai commencé à résumer de ce livre-là. Un livre qui s'appelle donc Infantisme, de l'autrice et pédopsychiatre Laëlia Benoît, qui parle du coup de la domination qu'il existe entre les enfants et les adultes. Ceci étant dit, revenons à notre exemple de base. Donc, je côtoie ces enfants-là, je me rends compte en fait qu'il y a énormément de comportements chez eux qui sont pas très différents de mes propres comportements, en tout cas en termes d'impulsivité et de gestion émotionnelle ou de larmes, parce que moi, typiquement, je suis quelqu'un qui pleure très facilement, et justement, ça peut être facilement assimilable à un comportement immature, enfantin, etc. Et je pense que déjà, il faudrait qu'on fasse la différence entre ce que c'est l'immaturité et ce que c'est être enfantin. Quelque chose d'enfantin, c'est quelque chose qui est propre au monde de l'enfance. Donc justement, ça peut être les dessins animés, les parcs d'attractions, tout ce qui touche typiquement, d'un point de vue culturel et biologique, à la condition d'un enfant. Alors que l'immaturité, ça peut s'appliquer par exemple à un fruit, tu vois, genre un fruit mûr, c'est un fruit qui a terminé de se développer, et un fruit pas mûr, c'est un fruit en début de développement. Donc il y a l'idée que il y a un développement qui a été effectué ou non dans l'immaturité. Alors que l'enfantin, c'est juste propre à l'enfance en fait. Il y a pas de... Enfin, il y a des enfants qui sont hyper avancés sur certaines facultés. On peut par exemple prendre l'exemple d'un enfant qui reste un enfant mais qui est très mature sur certains aspects de certaines facultés, compétences, capacités qu'il a développées, parce que je sais pas, imaginons il a appris le piano depuis ses 3 ans, bah à 7 ans, c'est toujours un enfant, mais il reste plus mature, entre guillemets, en termes de connaissances musicales qu'un adulte de 30 ans qui commence à peine le piano depuis 3 mois. Donc, il faut bien faire la différence entre la maturité et l'enfance. Évidemment, un enfant reste immature sur la majorité des capacités humaines, puisqu'il est en début de développement. Nous sommes des mammifères qui continuons de nous développer jusqu'à, d'un point de vue cognitif, cérébral, etc., nos 25 ans, sachant qu'il y a d'autres mammifères, par exemple, dont la gestation est beaucoup plus longue, et une fois qu'ils sont accouchés par la mère, ils vont pouvoir, par exemple, se mettre sur leurs 2 pattes au bout de quelques heures, par exemple une girafe, tu vois. Nous, on peut pas se mettre debout sur nos 2 pattes 1 heure après avoir été accouchés. En fait, nous on commence à marcher au bout de plusieurs mois, il me semble que c'est même bien 1 an, voire peut-être je sais pas à quel âge ça commence à marcher un enfant, mais je pense facilement 1 an et quelques. Bref, donc en fait, on est profondément pas terminé en fait quand on arrive dans la vie, et nos premières années d'existence sont effectivement le début d'un développement qui va durer énormément de temps, parfois du coup plusieurs décennies. C'est d'ailleurs la grande tragédie d'énormément d'enfants qui sont matures avant l'âge, parce qu'ils vivent des choses qu'ils ne sont pas censés vivre à cet âge-là, des choses que normalement des adultes sont censés gérer, des choses qui normalement ne devraient pas arriver à des enfants, et donc des enfants qui sont en plein développement et qui vont vivre des événements majeurs qui les font grandir beaucoup trop vite, et justement on va dire qu'ils sont très matures, qu'ils ont gagné en maturité, alors qu'en fait juste ils n'ont pas pu se développer au même rythme que ses pairs, quoi, tout simplement. Donc bref, tout ça pour remettre l'église au milieu du village. Il y a des compétences, des facultés, des savoirs que l'on peut développer, et donc développer une maturité par rapport à ça, tout en étant un enfant. Le mieux, c'est qu'un enfant aille au rythme de sa biologie, de son cadre culturel, etc. C'est-à-dire que si il n'est pas apte à avoir des relations intimes, par exemple, on va pas le forcer à avoir des relations intimes, on va attendre que son corps et le contexte dans lequel il évolue soient adaptés à sa capacité à vivre ce genre de relation, à tout hasard. Et c'est pareil pour n'importe quelle autre compétence. Si t'es pas en capacité de marcher, on va pas te demander de taper un sprint, une chose après l'autre. Bref, donc voilà, il faut bien faire cette différence entre la maturité et l'enfance. Donc là où je voulais en venir, c'est que côtoyer des enfants, ça m'a fait remarquer que un enfant
qui est immature, c'est tout à fait normal, mais un adulte qui est immature, ça pose des très gros problèmes. Là, je t'ai donné l'exemple de la charge mentale hétérosexuelle comme exemple de comportement immature de la part d'un homme, je sais pas, de 50 ans, qui va continuer de dire qu'il est pas capable de se faire à manger parce que tu comprends, il a jamais appris, c'est sa mère qui lui faisait à manger et ensuite c'était sa femme. Oui, c'est très immature. Est-ce que c'est innocent? Non. Est-ce que c'est enfantin? Non, parce que c'est un homme de 50 ans. Et cette notion d'innocence, elle est très importante parce qu'un enfant, par définition, découvre le monde qui l'entoure et donc il est effectivement innocent. Et s'il ne l'est pas, c'est pas parce que c'est un pervers, parce qu'il est malsain, parce qu'il est déviant par essence, quoi. C'est juste parce que le monde est vicieux, le monde est problématique sur le plan moral à plein d'égards. Et donc un enfant qui sera moins innocent que les autres, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille plus que nous faire le dénigrer ou s'en méfier. Un enfant qui perd son innocence, c'est souvent un enfant qui a vu, entendu, vécu des choses à nouveau qu'il n'était pas censé vivre à cet âge-là. Donc vraiment à différencier l'immaturité de l'innocence de l'enfance, c'est normal pour un enfant d'être innocent et d'être immature sur plein d'aspects, et ça fait partie de la suite logique de son développement. Par contre, ce n'est pas normal pour des adultes de nos grands âges d'avoir des comportements faussement innocents, puisque beaucoup d'entre nous, et je parle pas de moi spécifiquement pour le coup, mais beaucoup d'adultes vont utiliser la carte de l'innocence pour se dédouaner de certaines choses qu'ils et elles font qui sont absolument atroces. Je pense notamment à l'affaire Pellico, les viols de Mazan qui est médiatisée en cours. Combien des accusés n'ont pas comme carte contre Uno le fait de dire que « Ah non, mais moi j'étais pas au courant, hein. Ah moi je savais pas qu'elle était droguée, qu'elle était pas consentante, hein. Ah non, mais moi je savais pas qu'elle était pas d'accord, hein. Moi je pensais que... Et vraiment, ah non, je suis innocent, je ne suis pas au courant, je ne savais pas. » Donc là, je sais pas si tu commences à voir comment ça peut s'articuler, le fait que dans un corps et un cerveau d'adulte, avoir des comportements faussement innocents ou réellement immatures, parce que pour le coup, on peut être un adulte et être vraiment immature sur des aspects fondamentaux de la vie en société, oui, ça peut poser de très très gros problèmes à l'échelle d'une société et exercer des violences à grande échelle. Quand on commence à analyser, là on parle du coup de violences sexistes et sexuelles, mais on peut s'attarder sur d'autres registres de discrimination pour analyser les mêmes mécaniques, on voit que le fait de minoriser, d'infantiliser un groupe, c'est un outil de discrimination sociale. C'est vraiment considérer qu'un groupe social n'est pas capable de se gérer tout seul, n'est pas capable de prendre des décisions pour lui-même, qu'il doit être guidé, dominé, mené par un groupe qui, lui, a un ascendant. Les blancs sur les personnes racisées, les hommes sur les femmes, du coup les adultes sur les enfants. Mais là, pour le coup, les enfants ont vraiment besoin d'être guidés et d'avoir des outils de la part d'un groupe qui, lui, a des ressources que les enfants n'ont pas. Mais bref, ce truc où il y a celui qui sait et celui qui ne sait pas, c'est vraiment la dynamique de moi, je suis mature, moi, j'ai compris des choses que toi, tu n'as pas compris, et donc parce que je vais te sauver de toi-même, je peux exercer de la domination sociale, de la discrimination, te violenter, te restreindre dans tes droits et littéralement t'infantiliser. Donc le statut de minorité, le statut d'enfant, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est central pour comprendre déjà des dynamiques de pouvoir qui sont à l'œuvre tous les jours autour de nous. Et ce qui est paradoxal, c'est de voir que les groupes dominants vont exercer du pouvoir et de la violence sur des groupes dominés en les infantilisant justement et en les réduisant à l'état de minorité, tout en eux, à travers la violence, se montrant profondément immature, parce qu'une personne dominante, violente qu'elle soit dans la sphère privée comme dans la sphère publique, mais que ce soit un mec misogyne, une femme blanche raciste, un médecin ultra validiste et psychophobe, bref, peu importe, mais tu prends n'importe quel profil de personne ultra dominante dans la société qui exerce de la violence privée et ou publique, et tu peux voir dans le comportement de cette personne quelque chose de profondément immature, tout en considérant que elle a le monopole de ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est normal, ce qui est souhaitable dans une société. En fait, dit comme ça paraît pas évident, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais attends, on va pas dire que, je sais pas, Donald Trump est juste immature parce que ce serait un gamin qui fait des caprices, enfin on peut pas psychologiser le truc comme ça. C'est pas de ça que je parle. Je dis que Donald Trump, par exemple, a le pouvoir d'exercer à grande échelle une domination absolument gigantesque et mortifère pour énormément de personnes, mais que sur d'autres aspects de qui il est, c'est quelqu'un de profondément immature qui se comporte vraiment de façon pas si différente qu'un gosse de 4 ans et demi. J'insiste, être immature ne veut pas dire être innocent. Si là maintenant tu donnes une calache à un enfant de 10 ans, c'est quelque chose de très dangereux. Pourtant c'est un enfant de 10 ans, il est profondément immature, il ne peut pas avoir conscience de vraiment les enjeux qui se jouent derrière le fait de porter une arme à feu, tu vois. Mais pourtant si tu lui donnes les outils pour pouvoir exercer de la violence, son immaturité devient absolument
désastreuse, de manière phénoménale. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si dans les conflits armés, si dans les contextes de guerre, etc., on va chercher les gens déjà à l'adolescence, et même parfois avant. Il y a qu'à voir justement les thématiques autour des enfants soldats, par exemple, des enfants qui sont enrôlés dans des conflits armés alors qu'ils n'ont même pas encore passé leur puberté. Et ben, c'est beaucoup plus facile de leur laver le cerveau et de faire d'eux des futures machines de guerre et littéralement de la chair à canon que si on va chercher des adultes qui ont eu tous les outils possibles et imaginables pour se développer de manière autonome et stable et saine, etc. Enfin, bah oui, forcément, c'est plus difficile de manipuler ces gens-là, quoi. Donc oui, l'immaturité d'une personne peut représenter un danger massif et très, très conséquent, que ce soit à nouveau dans une petite comme une grande échelle. Et donc, si on prend l'exemple de... bah là, j'ai parlé de Donald Trump, mais en fait, on peut prendre n'importe quel profil, voilà, de personnes très dominantes, qui écrasent constamment les autres, qui exercent une violence absolue sur autrui, etc. Bah, si on fait le parallèle avec le comportement d'un enfant, je te jure qu'il y a plein de choses qui peuvent parfaitement se superposer. Là, par exemple, je vais t'énoncer des critères qui sont visibles chez des enfants, mais c'est normal parce que ce sont des enfants et parce que justement, ils sont en train d'apprendre à réguler ces comportements-là afin de devenir un adulte qui peut vivre de façon harmonieuse dans son contexte social, puisque je le rappelle, pour notre survie de notre espèce d'Homo sapiens, le lien social a été central pour notre survie. Donc en fait, entrer en interaction avec les autres de manière harmonieuse, ça fait partie de notre évolution et de notre survie en tant que groupe. On ne peut pas survivre seul, on ne peut pas survivre comme un insecte, je sais pas moi, une tortue qui sort de son œuf et puis qui vit sa petite vie solo, contrairement à d'autres mammifères qui eux dépendent du groupe, comme je sais pas moi, un loup par exemple. Nous on fait partie de ce contexte-là de la survie. On n'est pas des tortues, on est plutôt des loups, quoi. Donc là, les caractéristiques dont je vais te parler sont juste normales chez les enfants et ce sont des choses qui, normalement, si l'enfant est bien entouré, si justement il a un cadre et un contexte dans lequel il est accompagné de la meilleure des façons possibles, a priori, il va réguler ses comportements et pouvoir s'intégrer dans sa société de la manière la plus harmonieuse possible. Sauf que tu vas voir que dans le comportement d'énormément de personnes dominantes, ces critères-là persistent et justement créent des ravages. Qu'est-ce qu'on peut observer donc par exemple chez un enfant? Le fait d'être désinhibé. Un gamin, il va te dire cache ce qu'il pense, la plupart du temps, il n'y a pas de filtre, juste s'il te trouve moche, il va te dire que t'es moche. S'il te trouve, je sais pas moi, bizarre, il va te dire que t'es bizarre. S'il a envie de faire caca, il va te dire qu'il va faire caca. Donc vraiment, il a pas de filtre, boum, ça sort. Il n'y a pas encore cette notion de en fait, entre moi et l'autre, il y a un mur et ce mur, il ressemble à ça et du coup, il m'indique que j'ai le droit de dire les choses de cette manière ou j'ai le droit de faire des choses de cette manière. Un enfant, il pense pas à ce genre de choses. Avec la désinhibition vient l'impulsivité. S'il a un élan tout d'un coup physique intérieur qui fait qu'il a envie de mettre un coup, qu'il a envie de crier, de pleurer, de taper, de mordre, peu importe, en fait, ça va se faire. À nouveau, il n'y a pas de filtre entre lui et l'extérieur au début. Donc on a dit la désinhibition, on a dit l'impulsivité, il y a le fait d'être égocentrique. Un enfant, et c'est normal, au début de sa vie, il ne voit que lui et son petit entourage. Le temps qu'il réalise qu'il est dans un cadre, qu'il lui-même est dans un cadre, qu'il lui-même est dans un cadre, etc., il va se passer du temps. Donc par définition, il est égocentré parce que déjà, il va prendre conscience de lui-même. Genre du fait... Déjà de base, on n'est pas conscient qu'on existe, tu vois, et puis c'est avec le temps qu'on se dit « Ah ok, il y a une image dans le miroir, ça représente moi. Ah moi, je suis quelque chose, je suis quelqu'un. Ah, et moi, je suis différente de mes parents. » Donc on commence à faire la dissociation entre l'autre et nous. C'est des processus d'altérisation qui sont sains et normaux au début de la vie pour réaliser qu'en fait, on est un individu à part entière. Mais on reste quand même assez égocentrique jusqu'à un certain âge où on va commencer à développer gentiment quelque chose de plus fin qui relève de l'empathie. Et c'est quelque chose littéralement que moi j'enseigne déjà à des enfants de 4 ans, c'est-à-dire leur faire réaliser que écoute, on va prendre des noms au bol, mais genre on va prendre Pierre et Jean, et Jean, c'est pas parce que toi t'as décidé qu'on allait faire ce jeu que ça veut dire que Pierre est d'accord de faire ce jeu, parce qu'en fait il y a pas que toi Jean, il y a aussi Pierre. Donc tu vois, rien que là tu te rends compte qu'il y a des adultes qui n'ont pas déjà développé ce skill de réaliser qu'en fait ce qu'ils veulent ne s'applique pas à tout le monde en fait, et ça des enfants de 4 ans le comprennent plus vite que certains adultes. Et si tout se passe bien, a priori Pierre et Jean commencent à comprendre que pour que le groupe se passe bien, Pierre doit prendre en compte ce que ressent Jean et Jean doit prendre en compte ce que ressent Pierre, et c'est le développement de l'empathie justement. Donc les enfants par définition sont au départ égocentriques, ils manquent justement d'empathie puisque c'est quelque chose qui s'apprend, c'est un skill en fait qui s'affine et qui se développe au contact de nos pairs et de nos semblables, et surtout de la capacité de la recevoir, parce qu'un enfant qui ne reçoit aucune empathie n'a aucune raison de la développer pour autrui en fait. Ce qui va créer des ravages, soit il va pas développer d'empathie du tout, c'est-à-dire que ça va créer des futures personnes très méchantes, sadiques, dénuées
de toute capacité de mise en lien avec les autres et créer des gros ravages. Donc ça crée des gros problèmes de type justement incapacité à se sentir lié à l'autre dans le futur et donc de prendre en considération l'humanité de nos semblables, qu'on considère du coup pas comme nos semblables, soit ça va justement créer l'extrême inverse, ce dont je parle ici dans cette vidéo, où en fait on va penser que l'empathie c'est être complètement dépendant d'autrui, mais du coup on n'a pas pu avoir un développement de notre identité qui soit bénéfique pour nous-mêmes, quoi. On se voit juste comme l'extension d'autrui, comme dépendant complètement d'autrui, comme des petites passoires, enfin bref, j'en ai déjà parlé 1 512 000 fois dans de précédentes vidéos, donc je te laisserai regarder ça là. Mais bref, en gros, ça crée des problèmes pour interagir littéralement dans notre société. Bref, donc là j'ai donné plusieurs exemples, sauf que comme je t'ai dit, chez un enfant c'est tout à fait normal de voir ses comportements, et si les adultes autour de lui font bien leur travail, a priori, ces comportements vont être régulés et vont permettre à l'enfant de s'intégrer et de s'adapter au contexte auquel il appartient. Et si malheureusement ce n'est pas le cas, puisque notre culture et notre société détestent profondément les enfants, les adultes de manière générale dénigrent énormément les enfants et leur bien-être et ne les prennent pas en considération dans des questions très importantes, et ben dans ce cas-là, le problème c'est qu'on va avoir des adultes qui vont garder ces caractéristiques et qui vont créer des ravages, puisque depuis leur position d'adulte, depuis les outils auxquels ils ont accès en tant qu'adultes, depuis leur statut, que ce soit au travail, que ce soit dans leur contexte culturel, familial, etc., et ben la position de pouvoir qu'ils vont occuper, mixé à ces caractéristiques d'immaturité, ça crée justement un cocktail molotov de comportement merdique. Si je t'ai toujours pas convaincu, laisse-moi te montrer les réponses que ChatGPT m'a données à la question suivante. Coucou, je cherche des exemples qui illustrent l'immaturité chez les adultes pour une vidéo YouTube, dont le but est de parler du fait que cette immaturité peut représenter un danger au niveau des discriminations sociales. Peux-tu m'aider à trouver des exemples de la vie quotidienne, s'il te plaît? Alors vraiment, les réponses que ChatGPT m'a données sont pépite, et c'est plus que ce que je cherchais en fait comme exemple. Donc tu vas voir que ça commence avec des exemples soft et puis qu'on va monter en termes de gravité. Alors 1, réaction impulsive en ligne. Bon, ça c'est vrai que c'est assez obvious quand on voit des gens échanger en ligne, notamment sur un réseau social de la mort X, anciennement appelé Twitter, on peut voir vraiment que franchement ça dépasse pas la cour de récréation. Moi je me souviens que quand j'avais 13 ans et qu'il y avait des histoires d'harcèlement autour de moi, et d'ailleurs j'ai pas été harcelée activement, mais à une certaine petite période de ma vie, à l'école espagnole, pas à l'école normale, enfin l'école suisse quoi, j'étais en parallèle de l'école normale, j'étais à l'école espagnole, et bah j'ai eu l'occasion de vivre justement des petits épisodes de harcèlement qui n'ont pas duré dans le temps, mais je me souviens m'être dit j'ai trop hâte d'être une adulte pour plus jamais avoir à vivre ça, ou pour voir des gens vivre ça, sauf qu'en fait en étant adulte tu te rends compte que les dynamiques dans les entreprises, les dynamiques même au sein d'une famille, etc., et bah ça a pas franchement évolué, non. Et justement, les réseaux sociaux sont un très bon exemple de comment des grands adultes de 40, 50, bref, on s'en fout de quel âge, mais juste des gens, vraiment, tu les lis, on dirait qu'ils ont 15 ans, quoi, et moins même. Je pense qu'on sous-estime vachement le fait que des fois, des messages que l'on reçoit sont écrits littéralement par des enfants, et que des fois, on n'arrive pas à faire la différence entre est-ce que c'est un adulte qui m'a écrit ou est-ce que c'est un enfant, tellement des fois, c'est pas clair. À la limite, l'orthographe et la syntaxe et tout peut nous donner des indications, mais moi, je te jure, des fois que j'ai reçu des messages haineux, et j'arrivais pas à me rendre compte, mais est-ce que... Non mais ça peut... Alors, soit c'est un gamin en roue libre là, qui a 12 ans et qui a pété un câble sur son clavier à m'écrire ça, soit c'est un grand adulte en fait qui est en train de me dire la même chose, mais dans ce cas-là, nous avons un gros problème. Si tu as le même âge que moi, vraiment, il va falloir que tu m'expliques pourquoi tu t'adresses comme ça à une parfaite inconnue sur internet. En deuxième exemple, il m'a dit « refus de se remettre en question ». Pareil, assez obvious, quand tu regardes un enfant qui dit un tel m'a tapé et que l'autre il dit non c'est pas vrai et que tu l'as vu faire, et ben je te jure que c'est assez flagrant de voir un enfant mais vraiment tenir solidement sur ses positions alors que tu l'as vu, et tu peux lui dire mais je t'ai vu taper ton camarade, pourquoi tu me mens? Et il va pas se remettre en question alors qu'il sait que tu l'as vu. Et donc il y a vraiment ces trucs très immatures de tant que je mens, cette personne ne peut pas prouver que je mens en fait, genre c'est mon mensonge qui est la preuve, tu vois. Et ça c'est assez hallucinant de voir comment c'est fréquent dans le monde des adultes. Il y a des adultes, tu leur montres à nouveau la preuve par A plus B que tu sais ce qu'ils ont fait. À nouveau, si on prend l'exemple de l'affaire Mazan, Dominique Pellicot, tout ça, il y a littéralement des vidéos, des conversations qui démontrent par A plus B que ces hommes étaient en train d'abuser de cette femme, et ils arrivent à te dire non, et tant qu'ils disent non, ils ont l'impression, mais c'est vraiment comme le gamin qui croit que s'il se cache les yeux, personne ne le voit, c'est la même chose. En numéro 3, il a dit évitement des responsabilités. Donc on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais vraiment ce truc de ah je sais pas faire, ça c'est trop pour moi, ça me dépasse, etc. Alors que frère, au bout d'un moment, il va falloir apprendre un petit peu à prendre ses responsabilités et à se dire c'est à moi de gérer cette situation, comme un grand, n'est-ce pas? Numéro 4, prendre les critiques personnellement.
Mais alors ça, je pense qu'on a tous des exemples d'adultes autour de nous qui ne sont pas capables de prendre une foutue critique ou un petit conseil, ne serait-ce que ça. Vraiment, il y a des adultes qui ne sont pas capables de réaliser qu'en fait on n'est pas contre eux constamment, que des fois juste on leur dit quelque chose parce que soit on en a besoin nous, soit juste on leur donne des conseils parce qu'on sait de quoi on parle et du coup on veut pas que la personne fasse les choses mal, etc. Ou juste parce que c'est à nouveau ça rentre dans ce truc de on veut que le groupe fonctionne de manière harmonieuse. Donc en fait si je te dis un truc, c'est pas parce que tu es la personne la plus problématique de la terre, haïssable que par le monde entier, et puis qu'en fait on te déteste et qu'en fait on veut que tu... Non, des fois on te dit juste un truc parce que juste ça casse les couilles. Voilà, ça s'arrête là, tu vois. Et des gens qui en fait sont dans l'incapacité totale d'entendre ce genre de truc, ça rentre avec la notion de remise en question, n'est-ce pas? Enfin bref, ça me paraît évidemment assez facile à voir. En numéro 5, il m'a dit bouderie et refus de communiquer. Alors ça, pareil, je pense qu'on a tous des exemples autour de nous de personnes qui s'arrangent avec le silence parce qu'elles pensent que c'est quelque chose de mature que de ne pas parler, alors que justement... À nouveau, un comportement que tu vois chez des enfants de 4 ans, c'est littéralement quand tu lui poses une question, il décide de pas te répondre parce qu'il pense que tant qu'il répond pas, le problème n'existe pas. Alors qu'en fait, moins il répond, plus le problème grossit. Et que tu es en train de lui dire, en fait, à bout d'un moment, il va falloir que tu ouvres ta bouche et que tu alignes 3 mots, parce que sinon, les conséquences de ce qui vient de se passer vont s'empirer. Alors effectivement, il y a des enfants qui sont moins en capacité de communiquer que d'autres. Évidemment que c'est possible et que c'est pas forcément dû à de la malveillance ou de l'immaturité, mais juste à des capacités différentes de celles d'autrui, comme par exemple des enfants qui seraient sur le spectre de l'autisme ou des enfants qui souffriraient de mutisme ou des enfants... Bref, voilà, ça peut arriver. Hormis ces situations très spécifiques, quand un enfant décide de ne pas parler dans une situation où on doit le confronter à un comportement mauvais qu'il aurait eu envers autrui, et bah souvent la technique c'est juste comme le fait de se cacher les yeux, c'est juste de pas vouloir assumer ce qui s'est passé, de faire comme si ça existait pas, et donc de littéralement faire diversion. Tu vas lui dire, je sais pas, on va dire Bruno, est-ce que c'est vrai que t'as tapé Leïla? Et bah Bruno, s'il répond pas, il va juste être en mode machin, il a pris mon goûter. Je suis pas en train de te demander si on t'a volé ton goûter, je suis en train de te demander si t'as tapé Leïla. Et non, il veut pas communiquer là-dessus. Donc oui, très immature, mais très constatable dans le comportement d'énormément d'adultes. Il m'a donné un dernier point avant de monter en puissance en termes de gravité. Point numéro 6, attitude d'autocentrisme. Donc voilà, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est vraiment, je vois le monde à travers mon prisme et je refuse catégoriquement de prendre en considération le prisme d'autrui parce que je pars du principe qu'en fait tout tourne autour de moi. Ah là là, combien d'adultes ne se comportent pas comme ça? Bref, comme ces exemples étaient parlants mais pas assez significatifs pour le propos que je voulais avoir dans cette vidéo, je lui ai demandé « Super, merci, est-ce que tu as des exemples dont les conséquences sont plus graves, de type mise en danger d'autrui, acte de violence, impact politique à grande échelle, etc. » Et donc voici les réponses qu'il m'a données, je les ai trouvées hyper intéressantes. En numéro 1, il m'a dit « Conduite irresponsable et dangereuse. L'immaturité peut amener certains adultes à ne pas respecter le code de la route, notamment en conduisant sous l'emprise de l'alcool, en excès de vitesse ou en ignorant les règles de sécurité. Cela met en danger non seulement leur propre vie, mais aussi celle des autres. Ces comportements, souvent associés à une attitude de défi ou de recherche d'adrénaline, ou sont responsables d'accidents graves et mortels. » Alors j'ai trouvé cet exemple très parlant parce que, justement, quand tu vois des personnes de 40, 50 ans ou je ne sais pas quel âge conduire comme si elles avaient 17 ans et qu'il fallait impressionner la passagère d'à côté pour montrer qu'en fait on a une grosse bagnole et puis qu'on n'a pas peur et nanana, franchement ça pose des questions. En point numéro 2, il a donné comme exemple le refus de se faire vacciner et la diffusion de fausses informations. Alors j'imagine que pour la question du vaccin, il y aura des débats dans mes commentaires, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Moi personnellement, je me vaccine, mais voilà, c'est pas le débat de cette vidéo. Mais en gros, il a écrit « Certains adultes par méfiance ou défiance immature envers les institutions refusent de se faire vacciner ou partagent des théories du complot. Ce comportement a un impact sur la santé publique car il favorise la résurgence de maladies évitables et met en danger les personnes vulnérables. Les comportements immatures alimentent ainsi la désinformation, fragilisant la confiance collective et la protection sanitaire. » Alors j'imagine que ça peut créer des gros débats. Je suis plutôt d'accord, en vrai, avec ce que dit ChatGPT. Si j'avais dit ça en 2020, je suis sûre que genre il y aurait plein de personnes qui se seraient désabonnées de ma chaîne. Mais voilà, je suis pas là pour dire que les gens doivent ou ne doivent pas faire quoi que ce soit de leur corps, parce que on peut très bien rentrer dans une analyse du biopouvoir, de la biopolitique, etc. Machin, oui, c'est très intéressant. Mais je pense que le point à garder là pour cette vidéo, c'est l'idée que de manière générale, des gens pensent que les efforts collectifs sont forcément dans un but de leur nuire, alors qu'en fait, des fois, juste un petit truc
truc que tu peux faire comme changement dans ta vie, ça peut littéralement protéger des populations entières de trucs très très graves. Moi maintenant, quand je sens que je suis malade, que voilà, j'ai chopé un virus ou je sais pas quoi, bah maintenant, oui, je mets un masque parce que mon but c'est pas au nom de ma liberté de montrer mon visage quoi qu'il arrive. Bah en fait, si mettre un masque effectivement, ça évite à des personnes âgées, à des personnes immunodéprimées, à des personnes dans mon cadre professionnel, etc., de tomber malade à leur tour, bah voilà, un petit effort peut créer de gros résultats et je vois pas pourquoi on s'en priverait. Bref, je pense qu'on va facilement dévier du sujet si on reste sur ces thématiques-là, donc on va passer vite au point numéro 3. Alors, pas très ACAB, ChatGPT, donc voilà, hein, je suis un peu critique de ce point-là, mais je comprends quand même pourquoi il a pris cet exemple-là, sauf que je vais le remixer un peu à ma sauce. Donc il a mis en numéro 3, violence dans les manifestations ou sur les lieux publics. Parfois, des manifestations ou des rassemblements sociaux virent à la violence en raison de comportements immatures, notamment chez des personnes qui voient l'événement comme une occasion de défoulement ou de destruction. Par exemple, briser des vitrines, attaquer les forces de l'ordre, etc. Ces actes compromettent les mouvements sociaux légitimes et nuisent à la sécurité de tous. Bon, clairement, ChatGPT n'est pas pour la violence révolutionnaire, on a compris. À ce sujet, j'ai 7 vidéos qui abordent la thématique de la violence dans le militantisme de façon assez approfondie, donc je te conseille d'aller la voir si ça t'intéresse. Moi, je pense que ce qu'il faut garder de ce point-là, c'est l'idée que oui à la violence révolutionnaire, mais pas n'importe comment et pas au nom de n'importe quoi. Parce que oui, clairement, il y a des personnes très privilégiées qui profitent de ces contextes-là pour, bah voilà, justement, se défouler comme si c'était une session de sport de combat, alors qu'en fait, elles ne sont pas visées en premier par la répression qui peut être faite suite à de la dégradation de matériel, etc. Donc en fait, c'est vraiment se rappeler que on a une certaine place et qu'on va être plus ou moins target en fonction du profil social que l'on a. Donc effectivement, des mecs qui vont profiter, je sais pas moi, d'une manifestation contre les violences policières, alors que clairement, eux, ils sont blancs, qu'ils ne sont pas de classe défavorisée, etc., et qui se permettent de foutre un bulle pas possible parce que ça y est, c'est leur moment, oui, je pense que c'est questionnable. Bref, là où ces gens-là peuvent voir une occasion justement d'exprimer une colère et justement une émotion très forte, etc., bah en fait ils peuvent mettre encore plus en danger les personnes qu'ils cherchent à soutenir à travers des actes qui sont pas réfléchis et qui sont pas pensés dans une certaine stratégie et dans un objectif collectif. En point numéro 4, ChatGPT m'a donné l'exemple du monde du travail, donc harcèlement moral, abus de pouvoir dans les entreprises, etc., donc on l'a déjà mentionné, donc je vais passer là-dessus. En point numéro 5, il a dit impact politique de l'immaturité des leaders. L'immaturité émotionnelle de certains responsables politiques se manifeste par des décisions impulsives, des discours incendiaires ou des comportements égocentriques. Cela peut influencer négativement la gouvernance, alimenter des conflits, diviser la population et parfois entraîner des crises sociales. Par exemple, les politiques basées sur des ressentiments ou des réactions impulsives risquent d'aggraver les inégalités et les tensions. Bon, il n'a pas donné d'exemple concret, mais oui, clairement, des fois, il y a des figures politiques médiatisées, des célébrités, machin, qui, à cause de tensions interpersonnelles, vont générer massivement des changements dans la culture, dans les médias, dans le social. Bon, là, ChatGPT n'a pas donné d'exemple concret, mais je pense que oui, si on fouine un peu dans notre mémoire, on peut avoir des exemples de personnes qui avaient énormément de pouvoir et qui, pour des raisons personnelles, ont utilisé leur pouvoir à des fins absolument absurdes en mobilisant des masses de personnes pour des vengeances personnelles, pour des conflits à la base qui concernent une sphère privée mais qui dépassent largement cette sphère pour impacter le public en fait. 6. Refus de reconnaître les erreurs médicales ou légales. Lorsqu'un professionnel de la santé ou de la justice, par manque de maturité, refuse de reconnaître une erreur, cela peut avoir des conséquences graves pour la vie d'autrui. Des erreurs non admises dans ces domaines peuvent mener à des diagnostics erronés, des condamnations injustes, des traitements inappropriés mettant directement en danger les individus. Bref, voici un peu les exemples que ChatGPT m'a donné. En vrai, j'aurais pu en trouver moi-même, mais j'ai trouvé ça sympa comme exercice de juste me rendre compte comment cet outil pouvait potentiellement m'aider à écrire mes vidéos. Mais bref, tout ça pour dire que effectivement, les émotions, c'est central dans la compréhension du lien entre les êtres humains et donc forcément du lien social, puisque le social c'est par définition le fait d'interagir avec d'autres êtres et donc de créer des groupes et que ces groupes interagissent entre eux et donc créer des plus grands groupes, etc. Donc sans les émotions, pas de lien, sans lien, pas de social, sans social, pas de sociologie, et donc c'est hyper important de comprendre le rôle que les émotions jouent dans ce théâtre magnifique qu'est notre vie en fait, et notre vie en tant que collectivité, et surtout comment l'accès ou non à ces émotions, la capacité ou non de comprendre ces émotions, de les manifester, de les traduire aux autres, etc., peuvent effectivement impacter à grande échelle nos quotidiens, nos qualités de vie, nos accès à des ressources et bien plus encore en fait. Et c'est là que j'aimerais te parler d'alphabétisation émotionnelle ou d'illettrisme émotionnel, parce que dans la vidéo on parlait d'immaturité, mais finalement tout ça c'est très lié justement à la capacité ou non de se gérer. Et le lien entre l'immaturité et les émotions, c'est que en fait,
comprendre ses émotions, c'est littéralement développer un sens de soi, développer une gestion personnelle de ses propres besoins, puisque les émotions servent à nous donner des indications sur notre état intérieur et donc sur les besoins de notre corps, de notre esprit, de notre être en général. Donc les émotions positives à la base, elles sont là pour nous dire ça c'est bien, recommence cette action, c'est quelque chose qui me plaît, ça va dans le sens de mon développement. Et les émotions négatives, elles sont là aussi dans le sens du développement, mais pour indiquer ce qui ne va pas. Là, je ressens de la peur parce que cette situation, je dois l'éviter pour ma survie. Là, je ressens du dégoût parce que cet aliment, je ne peux pas le manger pour ma survie. Donc s'il me dégoûte, je ne le mange pas, ce qui me permet de me protéger. Là, je ressens du stress parce que cette situation me met dans un état que je devrais éviter. Et donc d'identifier les choses qui, justement, nous permettent de continuer de nous développer ou non. Les émotions positives, autant que les émotions négatives, sont cruciales pour pouvoir nous donner des indications sur ce dont on a besoin en général et donc sur notre capacité de nous développer. Et ne pas laisser des personnes avoir accès à ce langage, parce que c'est un langage à part entière, de la même manière qu'on apprend à parler, à écrire, à courir, à, je sais pas, à cuisiner, à monter un meuble, on s'en fout, et ben on devrait tous et toutes avoir la même capacité de comprendre nos propres émotions, parce que la répression de ces émotions, ça crée des dégâts sur le long terme, sur la vie d'un adulte, qui peut être, mais absolument catastrophique. Donc comprendre nos émotions nous permettre de comprendre comment se développer tout seul et ce qu'on peut développer grâce aux autres, parce qu'il y a des fois on a besoin des autres et c'est normal. J'insiste sur le fait que pour notre survie nous sommes des êtres sociaux, on en a besoin du lien. Donc oui, il y a des besoins que l'on peut remplir en tant que collectif, il y a des besoins que l'on peut remplir en tant qu'individu, et comprendre nos émotions et comprendre celles des autres, ça nous permet de rendre tout ça le plus harmonieux possible et donc le moins violent, mortifère et délétère possible. Donc l'illettrisme émotionnel, à l'image par exemple de l'illettrisme numérique, ça crée des vrais dégâts. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à la connaissance technologique qui est imposée maintenant carrément par les États. Aujourd'hui, si t'as pas d'adresse mail, tu peux pas remplir correctement ta déclaration d'impôt, par exemple. Après, ça dépend du cadre de vie dans lequel t'es. Si t'as pas de smartphone et que tu peux pas avoir accès à Internet, tu peux pas facilement avoir accès à des ressources qui nécessitent maintenant, dans la plupart des cas, d'avoir un numéro de téléphone et avoir Internet. Donc les gens qui sont illettrés, et je mets ça entre guillemets, mais en fait, en vrai, c'est la vraie terminologie, c'est le fait de pas avoir les connaissances sur le sujet. Les personnes illettrées de la technologie du monde numérique sont handicapées au premier sens du terme pour avoir accès à leurs droits, enfin, je veux dire, avoir accès à ces informations, c'est un privilège en fait. Et il y a des populations qui sont volontairement maintenues dans l'ignorance de certaines choses auxquelles elles devraient avoir accès, parce que ça arrange socialement parlant que ces gens-là ne sachent pas qu'ils ont des droits, ne sachent pas qu'ils ont accès à l'information. Je veux dire, la rétention d'informations, c'est un outil de pouvoir. Donc l'illettrisme numérique, à l'image de l'illettrisme émotionnel, c'est un outil de pouvoir. Donner la capacité ou non à des individus d'avoir accès à leurs émotions, de pouvoir y répondre et de les aider à y répondre, c'est un privilège. Et le fait de laisser des catégories entières de gens vivre avec des trucs intérieurs qui ne vont pas bien, justement ne pas leur permettre de développer une maturité par rapport à ça, et donc de pouvoir être autonome tout simplement pour pouvoir s'autosuffire et puis se sentir bien dans une société, eh ben c'est une manière de les maintenir constamment dans une position de subordonné. Et c'est une manière de les discréditer, de dire bah vous voyez, regardez, ces sauvages qui savent pas contrôler leurs émotions, on doit les enfermer, on doit les emprisonner, on doit les dresser, les réprimer, les violenter. Et c'est très exactement ce que les discours policiers ont contre typiquement les jeunes hommes racisés de classe défavorisée, etc. C'est vraiment l'idée que voilà, c'est des animaux qui savent pas se contrôler parce que voilà, c'est des désastres intérieurs qui savent pas se gérer tout seuls. Nous, on est là pour les canaliser, on doit les contrôler, à l'image du colon qui doit dresser le sauvage. Donc bref, pour ça, je te renvoie vraiment à mes précédentes vidéos parce que j'ai largement développé le sujet, notamment dans mes vidéos qui parlent d'anticarcéralité, d'abolitionnisme pénal, etc. Notamment ces deux vidéos-là, donc la première partie de 13-12 raisons d'abolir la police et la deuxième. D'ailleurs, je n'ai pas fini la revue de ces livres-là, donc voilà, il y aura encore des vidéos, je vais faire une playlist spéciale anticarcéralisme. Bref, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire sur le sujet, donc si ça te parle, si t'as envie de développer la réflexion là-dessus, rajouter des angles d'analyse, remettre en question certaines choses que j'ai pu dire, vraiment, il n'y a aucun problème. La réflexion continue, je ne suis pas un être tout-puissant, omniscient, etc. Je suis là pour qu'on continue de réfléchir ensemble, qu'on débatte ensemble, qu'on discute ensemble. D'ailleurs, ce soir, comme tous les mercredis à 21h30, je me connecte sur Twitch en live, donc si tu veux nous rejoindre, le lien sera dans la description. En tout cas, j'étais trop contente
contente de faire cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle aura pu te donner des nouveaux outils de compréhension pour voilà, interpréter les choses qui t'entourent au quotidien, et toi-même d'ailleurs au passage. Luttons pour l'alphabétisation émotionnelle comme outil de libération des minorités, et pas que, parce qu'il y a des groupes minoritaires qui ont accès à ce savoir et qui le diffusent aussi d'ailleurs. Je développerai de manière plus approfondie la notion d'illettrisme et d'alphabétisation émotionnelle quand je ferai la revue du livre de Laëlia Benoît sur l'infantisme, du coup, dont j'ai parlé dans plusieurs de mes anciennes vidéos. Donc voilà, bientôt ça arrive, promis, je n'ai pas oublié de la faire. Et voilà, on se retrouve ce soir sur Twitch à 21h30 ou la semaine prochaine, comme tous les mercredis, sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme je t'ai dit, n'hésite pas à commenter dans la bienveillance et le respect. On se retrouve tout bientôt. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.